Salut tout le monde, bienvenue à Vocation, le podcast où je m'entretiens avec des professionnels de divers milieux dans le but de vous faire découvrir les réalités de leur métier. Aujourd'hui, on a la chance de s'entretenir avec Gabrielle Trépanier, qui est nutritionniste sportive. D'ailleurs, on en profite là, pour féliciter Gabrielle qui a obtenu récemment son diplôme du Comité international olympique en nutrition sportive. Donc, une corde de plus à son arc déjà pas mal remplie. Au cours de l'épisode, en fait, on apprend vraiment c'est quoi le rôle de la nutritionniste. On apprend, évidemment, là, on se focus un peu plus sur la nutrition sportive qui rend la spécialité de Gabrielle. Puis, on discute vraiment de son rôle puis de toute la gestion qui se passe là, autant lors des rencontres avec ses clients, de ce qui se passe avant, la recherche qui doit être faite, justement pour venir vraiment optimiser là, la nutrition des gens qu'elle rencontre. C'est une discussion fort intéressante. Puis, si vous voulez continuer de nous suivre, en fait, là, puis nous encourager, je vous invite là, à nous suivre sur nos différentes plateformes. Puis, si jamais vous écoutez présentement le podcast, puis il vous vient une idée en tête de « Hey Colin, j'aimerais ça en apprendre plus sur un tel métier ou telle personne pourrait être intéressante à rencontrer », je vous invite à nous envoyer ça là, par courriel. Puis, on va me faire un plaisir là, de faire des pieds et des mains pour les rencontrer, pour vous offrir des belles discussions comme on a la chance d'en avoir ici à Vocation. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Gabrielle, un immense merci de te joindre à nous. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Gabrielle, donc, comme j'aime faire avec tous mes invités, là, première chose que je te demanderais, c'est peut-être si tu peux nous résumer un peu c'est quoi que ça fait une nutritionniste sportive, ça mange quoi en hiver? En fait, la nutritionniste du sport va accompagner différents sportifs pour les aider dans leurs objectifs. Donc, l'objectif, c'est surtout d'optimiser tout ce qu'il y a autour des entraînements qu'on peut optimiser avec la nutrition. Donc, c'est pour avoir assez d'énergie à l'entraînement, bien récupérer, prévenir les blessures, éviter qu'il y ait des carences nutritionnelles en certaines vitamines ou minéraux, par exemple. Donc, on évalue tout ça puis on s'assure d'optimiser l'alimentation des sportifs qu'on suit pour leur permettre d'atteindre leur plein potentiel dans le fond. Super. Fait que toi, dans le fond, dans ton rôle, j'imagine que tu as une portion où tu dois rencontrer, tu fais des consultations avec tes clients. Comment ça fonctionne? Oui, exactement. Fait que un volet de ma pratique, c'est vraiment de la consultation individuelle. Puis je dirais que c'est la majorité de ma pratique là, que c'est ça. Donc moi, je rencontre des sportifs. C'est pas nécessairement des athlètes de haut niveau. Là. Ça peut être des sportifs, des gens qui commencent à aller au gym ou qui veulent courir leurs premiers 10 km, par exemple. Puis la première rencontre, c'est vraiment une évaluation. Moi, mon rôle, c'est d'évaluer l'état nutritionnel de la personne, voir s'il y a des choses qui lui manquent, des choses qui pourraient l'aider là, dans son entraînement puis pour sa santé aussi. Fait que c'est un gros survol là, de tout ce que la personne mange, mais aussi tout ce qu'il y a autour de l'alimentation. Tu sais, la planification, la relation avec la nourriture, la condition de santé, toutes ces choses-là qu'on évalue. Puis ensuite de ça, on fixe des objectifs avec le client, puis on continue les enseignements, puis on s'ajuste là, dans notre plan nutritionnel avec les suivis en fonction de ce que la personne est capable de faire, comment son entraînement évolue aussi. Comme quelqu'un qui se prépare pour une longue course, par exemple, on ajuste au fil que le volume d'entraînement augmente, que les longues courses s'en viennent, on pratique la stratégie pour la course. Donc, c'est vraiment ça, là, tout ce qu'on suit là, dans les consultations individuelles. OK. Puis est-ce que toi, à titre de nutritionniste sportive, tu te spécialises-tu dans un domaine particulier? Tu te spécialises-tu dans un sport en particulier? Ou tu voyages vraiment dans toutes les différentes sphères des clients que tu rencontres? Bien, je fais pas mal de tous les sports, mais je dirais que j'ai plus une spécialité avec les sports d'endurance parce que moi, je fais de la course à pied moi-même, de la course de longue distance. Fait que c'est un peu ton dada. Mon dada, c'est ça, exactement. Donc, ça serait plus ça, ma spécialité. Mais sinon, je couvre quand même là, plein d'autres sports, que ce soit des sports plus d'équipe comme le hockey, le soccer, d'autres sports plus individuels, mettons, comme le tennis aussi, ou on voit beaucoup aussi des gens qui s'entraînent en salle, là, musculation, crossfit, des choses comme ça. Fait que c'est surtout là-dedans que je me spécialise. Il y a des sports que j'ai moins touchés jusqu'à présent, qui sont peut-être moins populaires en Abitibi ou au Québec, mettons, comme l'aviron, des choses comme ça. Mm-hmm. Mais dans ma formation, c'est des choses que j'ai vues, mais c'est moins quelque chose que j'ai... au quotidien. Oui, exactement, que j'ai pratiqué, mettons. OK, cool. Puis,
Une consultation, mettons, avec un client, là, comment ça débute? Là? J'imagine qu'un client, il voit que tu offres ces services-là, il te contacte, puis là, à partir de ce moment-là, comment ça fonctionne, la prise en charge? Oui, bien dans le fond, moi, je fais toujours mes clients avant qu'on se voit. Je leur fais compléter un journal alimentaire avant la rencontre avec une application que j'utilise. Là, c'est une application qui est conçue pour les nutritionnistes. Donc, les gens font un journal alimentaire de ce qu'ils mangent. C'est une application avec des photos qu'ils prennent de leur repas. Puis moi, j'ai accès à ça. Donc, déjà, avant la rencontre, je vois les journées d'alimentation typiques de mes clients. Là, ils remplissent pour 3 à 7 jours, là, selon le temps et la motivation volonté, de le remplir. Ils me notent leurs entraînements aussi. Donc, déjà, ça m'aide à comme mieux comprendre leur routine, leur pattern alimentaire, leurs entraînements. Ils vont m'envoyer aussi leur plan d'entraînement, là, s'il y en a un particulier. Fait que moi, je peux analyser tout ça avant la rencontre. Puis ensuite de ça, notre première rencontre, bien, c'est plus long, là, comme n'importe quelle première rencontre avec un professionnel parce que c'est l'évaluation. Donc, moi, dans mes questions, bien, je fais le tour des objectifs, de l'horaire de la personne, un peu ses journées ont l'air de quoi, de l'alimentation autour des entraînements, la structure, la planification, la santé aussi. Tu sais, si la personne a fait des prises de sang récemment, j'analyse ça. Les médicaments, les suppléments aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup de choses à valider avec les sportifs. Puis tout ce qui est l'aspect relation avec la nourriture aussi, on évalue beaucoup ça en consultation. Donc, est-ce que la personne a des aliments qui sont anxiogènes à consommer? Est-ce qu'il y aurait peut-être un trouble alimentaire ou des choses comme ça? On dépiste tout ça aussi avec l'évaluation là, parce que c'est souvent présent chez les sportifs puis il faut intervenir à ce niveau-là aussi. OK. Ouais. Puis là, dans le fond, ça, c'est comme ta première consultation. Tu rencontres la personne, tu fais comme un aperçu global. Ouais. Là, après ça, j'imagine que le gros de la job pour toi commence. Exactement. Fait que là, j'évalue. Puis moi, dans mon analyse que je fais, j'identifie c'est quoi les problématiques dans l'alimentation de la personne. Là, les problématiques, c'est pas que des points négatifs. Là. On n'est pas là pour juger l'alimentation de la personne, mais voir s'il y a des carences en certaines choses à quelque part. Est-ce que la personne consomme suffisamment d'aliments pour soutenir son niveau d'activité physique, suffisamment de protéines, suffisamment de glucides, puis aussi au niveau des vitamines, des minéraux. S'il y a des problèmes au niveau digestif, tout ça. Puis moi, je fixe des recommandations à partir de ça. Je fais pas des plans alimentaires là, précis avec un menu tout calculé pour mes clients, à moins de situations très particulières où c'est nécessaire, comme par exemple la journée d'un marathon, mettons, là, où est-ce que là, il faut que ça soit bien calculé. Moi, je travaille plus un peu avec des modèles d'assiettes, des fois des portions approximatives. On vise une certaine répartition, mettons, ajouter tant de protéines dans les collations. On y va plus comme ça qu'avec un menu trop calculé parce que c'est pas réaliste là, dans la vie de tous les jours de travailler avec ça. Donc, c'est un plan que je remets, mais plus sous forme d'objectif. Puis moi, je veux toujours enseigner la nutrition à mes clients, dans le fond, pour qu'ils comprennent qu'est-ce que leur corps a besoin, qu'est-ce qu'ils doivent mettre dans leur assiette, autant dans leur repas que dans leur collation. Donc, après ça, les gens, une fois qu'ils comprennent ce que ça leur prend, bien, ils peuvent adapter leur nutrition à toutes les situations qui vont se produire, là. OK. Ouais. Super intéressant. Puis là, c'est ça. Fait que là, tu montes le plan alimentaire. Puis là, j'imagine après ça, il y a une portion là, comme éducation, puis où que tu présentes à tes clients. Puis y a-t-il une portion suivie par après aussi? Exactement. Fait que la partie enseignement, c'est la plus grande partie du suivi en nutrition, là, dans le fond. Fait que dès la première rencontre, on a une portion de la rencontre qui est pour ça. Puis on poursuit ça avec les suivis. Donc, s'il y a des choses à ajuster, des ajustements à refaire, c'est vraiment ça qui est important parce que les nutritionnistes, il faut qu'on soit bonne pour faire de l'éducation puis du counseling parce que il n'y a rien qu'on donne directement à notre client dans la consultation. Ce sont tous des conseils, des enseignements. Il faut donner des bons trucs à la personne puis bien vulgariser pour qu'elle soit capable de se mettre en action puis de faire les changements parce que on a beau avoir toute la théorie puis qu'on dit juste ça à la personne, mais que la personne ne l'applique pas, bien, ça ne donnera rien sa consultation. Tu sais, moi, je ne donne pas à manger directement à la personne dans ma consultation. C'est elle qu'il faut qu'il le fasse après. Donc, il faut que ça soit clair, que ça soit bien expliqué, que ça soit réaliste pour la personne aussi. Mm-hmm. Puis, tu évalues tu sais, on s'entend, là, la nutrition, on en parle beaucoup aussi de plus en plus là, dans les médias puis tout ça. Est-ce que c'est complexe d'ajuster des plans alimentaires pour des personnes? J'imagine que toi, dans la facette là, nutrition sportive, les gens viennent vers toi pour justement améliorer leur performance.
ça prend combien de temps à ce qu'une personne adapte là, les recommandations? C'est-tu long, les suivis? Est-ce que c'est court? Tu rencontres les gens 2-3 fois? Comment que ça fonctionne? C'est une bonne question. Puis c'est vraiment, comme en fait, toutes les réponses en nutrition, ça dépend. Ça dépend des personnes, ça dépend de où la personne part. Il y a des gens qui ont déjà des super bonnes connaissances en nutrition, qui se sont déjà beaucoup informés eux-mêmes sur le sujet. Il y a des gens que je peux voir juste une fois, que ils ont des petites questions, besoin d'ajustement un peu. Mais il y a d'autres gens, par exemple, qui ont beaucoup de choses à travailler, une grosse stratégie à prévoir. Justement, souvent, les gens qui préparent des épreuves d'endurance, je les verrai pas juste une fois, là, parce qu'on commence avec un plan pour le volume d'entraînement modéré, on augmente en cours de saison, on teste des choses en entraînement, on voit si ça fonctionne, on fait un plan pour la course. Donc, ça, c'est des suivis qui sont plus longs. Puis quand c'est des gens qui ont beaucoup de choses à travailler, mettons plus vraiment des changements radicaux d'habitudes de vie, qui a beaucoup de mythes, par exemple, ou de choses à défaire aussi, bien, des fois, j'ai des gens que je peux suivre pendant 1 an à chaque 2 ou 4 semaines. Là. Fait que c'est vraiment... Il y en a de toutes les sortes. C'est très varié en fonction de la personne. Là. Dans le fond, toi, il faut que tu t'adaptes à ton client. C'est ça. Puis moi, je le dis toujours aux gens quand ils prennent rendez-vous avec moi, il n'y a pas d'obligation de suivi ou de nombre de suivis. On va vraiment personnaliser selon ce que la personne a besoin. Puis moi, je ne vais pas essayer d'ajouter des suivis si la personne en a plus de besoin. Là, c'est vraiment comme pour tout mon plan nutritionnel que je personnalise vraiment pour la personne, bien, c'est la même chose pour le nombre de suivis. Mm-hmm. Puis tu nous disais là, qu'il y a autant là, des sportifs de haut niveau qui te consultent que de monsieur, madame, tout le monde qui se mettent à l'entraînement ou qui veulent atteindre certains objectifs. Est-ce qu'il y a une différence dans toi, ta pratique, dépendamment de, c'est quel type de personne? Ben oui, exactement. Oui, c'est certain parce que tout dépendant du niveau de la personne, ben on n'a pas nécessairement besoin d'aller autant dans le détail pour certaines stratégies, par exemple. Je peux prendre comme exemple, mettons, quelqu'un qui s'entraîne 4-5 fois par semaine là, pour le plaisir, bien, cette personne-là, le repas tout de suite après l'entraînement, il est comme moins important dans le sens qu'elle peut prendre son repas 1 heure ou 2 après puis ça va être bien correct pour récupérer. Mais l'athlète de haut niveau qui s'entraîne 2 fois dans la journée, là, lui, il faut vraiment qu'il mange 30 minutes tout de suite après son entraînement pour commencer à récupérer puis être prêt pour le 2e entraînement. Puis il faut que ça soit calculé plus précisément pour qu'il y ait suffisamment de glucides, de protéines pour optimiser une récupération rapide au niveau de ses réserves d'énergie. Donc, c'est des choses comme ça là, qu'on va aller plus en profondeur ou plus en détail, dépendamment du niveau. Même chose pour des suppléments, comme il y a beaucoup de suppléments que chez quelqu'un qui s'entraîne pour le plaisir, ça ne fera pas nécessairement une différence qui va être importante pour lui. Mais l'athlète de haut niveau qui a besoin d'une fraction de seconde pour se qualifier, bien, améliorer sa performance de 1%, ça peut jouer pour beaucoup. Donc là, certains suppléments peuvent être plus pertinents, mettons. OK. Fait que relativement varié, là, ta job de nutrition sportive. Oui, vraiment. Puis c'est ça que j'aime parce que je fais jamais la même chose. Puis ça, c'est juste le volet individuel, mais il y a tout le volet aussi plus groupe, éducation du public, là, qui est une autre chose qu'on pourrait parler pendant longtemps. Fait que c'est vraiment varié. Là, j'ai jamais une journée qui est pareille, puis c'est ça que j'aime. Mm-hmm. Puis si on revient un peu en arrière, là, Gabrielle, toi, c'est quoi ton parcours pour te rendre à pratiquer aujourd'hui la nutrition sportive? T'sais, si on remonte, mettons, là, la fin du secondaire, là, cégep. Oui. Fait que, ben, premièrement, au secondaire, j'ai fait tous mes cours enrichis, là, chimie, physique, maths, pour pouvoir aller en sciences nature au cégep. Ça prend vraiment le DEC en sciences nature pour rentrer en nutrition à l'université. Okay. Donc, c'est ça que j'ai fait au cégep. Il y a aussi la possibilité de faire la technique en diététique avant de rentrer au bac en nutrition, mais c'est beaucoup plus difficile de passer par ce chemin-là parce que pour rentrer à l'université, ils prennent beaucoup plus de gens qui viennent du DEC en sciences nature que des techniciennes en diététique. Là, c'est comme, je pense, 2-3 par cohorte, là, des techniciennes qui en prennent. Fait que c'est vraiment... c'est pas beaucoup. Donc, ils prennent un plus grand bassin de gens qui viennent, exemple, d'un autre programme universitaire ou de la science nature. Donc, moi, j'ai fait ma science nature 2 ans au cégep de Rouyn, là, de l'Abitibi-Témiscamingue, parce que je venais d'ici, puis ça se donnait ici, pas besoin d'aller à l'extérieur pour ça. Et ensuite, j'ai fait mon baccalauréat en nutrition.
Moi, je l'ai fait à l'Université de Montréal, mais au Québec, ça se donne aussi à McGill et à l'Université Laval à Québec. C'est les 3 endroits qu'on peut aller. Donc, j'ai fait mon bac en nutrition à l'UDEM. Ça m'a permis de devenir nutritionniste. Donc, pour être dans l'ordre professionnel des diététistes du Québec. Diététiste, nutritionniste, c'est nos 2 titres réservés, là. C'est la même chose, mais on utilise plus nutritionniste parce que diététiste, ça fait diète, puis on n'aime pas les diètes. Donc, avec ça, je suis devenue nutritionniste, mais au bac, en nutrition, pour devenir nutritionniste, la partie nutrition sportive est vraiment minime. Là. On n'est pas formé pour être des nutritionnistes du sport avec ça. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a surpris du bac. Moi, je m'attendais à avoir comme une plus grosse proportion de nutrition sportive au bac, mais à l'Université de Montréal, c'est un cours de 1 crédit sur 120 crédits. Là. Donc, c'est même pas 1% du bac qui est de la nutrition sportive. Fait que c'est bien. Vous voyez davantage quoi? Ben, c'est surtout beaucoup la clinique plus poussée au niveau médical. Donc, la plus grande proportion du bac, là, je dirais, c'est vraiment... on a des cours qui s'appellent nutrition clinique, dans le fond, puis on y va avec un système ou une maladie à la fois. Donc, en commençant, ça peut être les maladies rénales. Donc, toujours comment c'est structuré par rapport à chaque maladie puis chaque système du corps, c'est qu'il y a un médecin ou un spécialiste du domaine qui vient nous donner une première partie théorique vraiment sur c'est quoi ces problèmes-là, plus toute l'anatomie, la physiologie de tout ça. Puis après, on a une deuxième partie, un deuxième cours avec une nutritionniste spécialisée dans le domaine qui nous dit c'est quoi qu'il faut faire comme approche nutritionnelle avec ces patients-là. Donc, c'est vraiment plus poussé sur le médical, le traitement nutritionnel des maladies. Une grosse portion aussi du bac aussi qui était quelque chose que moi je connaissais pas initialement, c'est pour tout ça, c'est plus en milieu hospitalier, là, on fait pas ça au privé, mais quand les patients sont hospitalisés puis qu'ils peuvent pas manger par la bouche puis qu'il faut les nourrir avec un tube qui va dans leur estomac, là, on appelle ça de la nutrition entérale, ou le mot un peu plus péjoratif qu'on entend des fois, c'est du gavage. Ça, les gens connaissent plus ce terme-là, mais ça, c'est les nutritionnistes qui s'occupent de faire ça puis de calculer qu'est-ce qu'il faut donner à la personne, faire le suivi de ça en fonction de ses prises de sang, son état clinique. Fait que ça demande beaucoup de formation. Puis aussi, quand on doit nourrir quelqu'un par les veines, mettons, si son tube digestif n'est pas fonctionnel. Fait que ça, c'est quand même une partie importante de la formation parce que c'est des actes très poussés au niveau médical puis qu'il faut faire un bon suivi parce que si c'est pas fait comme il faut, ça peut mettre la vie des personnes en danger. Là. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on fait au privé, là, c'est plus à l'hôpital, mais c'est aussi une grosse partie de la formation. Là. OK. Fait que ça, c'est ton bac qui dure... 3 ans? C'est 3 ans et demi. OK, 3 ans. Dans le fond, c'est comme l'équivalent d'un bac de 4 ans, mais à l'UDEM, c'est que les pauses d'été sont raccourcies, donc c'est condensé en 3 ans et demi. OK. Fait que le 3 ans et demi de bac, là, c'est ça, c'est beaucoup poussé plus sur la clinique au niveau médical, un peu de gestion aussi, puis de santé publique, là, mais moi, je m'attendais pas à ce que ça soit autant, mettons, poussé au niveau médical. Finalement, j'ai vraiment aimé ça, mais c'est bon que les gens le sachent avant de se lancer dans ça. Oui. Puis toi, justement, si on revient juste un peu en arrière, est-ce que quand tu as commencé ton cégep, tu savais déjà que tu voulais t'en aller en nutrition? Si tu es venu un peu par après, c'est vers la fin de ton cégep, c'est quand est-ce que tu as cliqué là-dessus? Ça fait longtemps que je veux devenir nutritionniste. Là. J'ai eu des petites hésitations à des moments là, quand j'étais plus jeune parce que tout le monde me disait que je n'aurais pas de job là-dedans puis qu'il y avait personne qui travaillait en nutrition. Mais c'était vraiment pas vrai parce que il manque plein de nutritionnistes puis moi, j'avais plein d'opportunités même avant d'avoir terminé mon bac. Okay. Mais ça remonte à vraiment longtemps. J'ai toujours été vraiment intéressée par les aliments, la cuisine parce que ma mère m'a initiée à ça super jeune. Puis après, du plus loin que je me rappelle, là, au primaire, je voyais les nutritionnistes comme à Salut Bonjour. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis je voulais faire ça. Fait que ça fait vraiment longtemps que je sais que c'est ça que je veux faire. Là. Quand j'avais fait mon projet personnel là, en secondaire 5, là, ben, c'était quelque chose par rapport à la nutrition déjà parce que je savais que je voulais faire ça. Là. OK, cool. Puis là, évidemment, là, ton volet de nutrition sportive de ta job, est-ce qu'un nutritionniste sportif a besoin nécessairement d'être un sportif? Je dirais pas absolument, mais ça aide à un peu comprendre les réalités du sport. Dans le sens que une fois que tu as plus baigné dans ce domaine-là, que tu comprends un peu l'ambiance, comment c'est fait. Tu sais, comme moi, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de compétitions de ski alpin. Ben, je sais de quoi ça a l'air une ambiance de compétition, qu'est-ce qui est réaliste, mettons aussi les réalités sur le terrain par rapport au ski alpin, tu sais, où est-ce qu'on a accès à de la nourriture, comment c'est fait. Donc, c'est sûr que ça aide à un peu
comprendre. Puis juste moi, pour la course, il y a des choses que je teste moi-même puis que je vois, ça fonctionne pas ou ça, c'est pas réaliste dans une vraie course. On comprend mieux la réalité sur le terrain. Fait que je pense que c'est ça qui est important. Si c'est quelqu'un qui fait pas beaucoup de sport, ben qu'au moins qu'elle aille voir un peu sur le terrain là, comment ça se passe. Mm-hmm. Puis là, si on revient justement, là, fin de ton bac, là, tu te rends compte que pendant ton bac, tu touches pas beaucoup à la nutrition sportive. T'as-tu fait des cours après ça pour te spécialiser là-dedans ou tu as appris sur le tas par toi-même? Non. Fait que pour devenir nutritionniste du sport, ce que j'ai fait dans le fond, j'ai fait un diplôme en nutrition sportive avec le Comité international olympique, qui est le CIO, là. Donc, le CIO, on connaît souvent son rôle pour l'encadrement, l'administration des Jeux olympiques, mais ils ont aussi un volet de leur mission qui est de contribuer au développement des professionnels puis faire de la formation. Fait que c'est comme un institut d'enseignement aussi, puis ils offrent des formations justement en nutrition sportive pour les nutritionnistes. Il y en a aussi, mettons, en médecine du sport, plein d'autres volets pour d'autres professionnels aussi. Mais ce qu'ils offrent en nutrition, c'est un cours en nutrition sportive qui dure 2 ans. C'est un cours à temps partiel de cycle supérieur, donc il faut avoir déjà notre bac. Là, on ne peut pas aller juste faire le diplôme en nutrition sportive directement après. Mais ça, c'est des cours qui se font tous à distance. Puis ce qui fait qu'on a des chercheurs de partout dans le monde vraiment réputés qui nous enseignent. Fait que c'est vraiment un super bon cours là, pour se former en nutrition sportive. Donc, moi, c'est ça que j'ai décidé de faire. J'aurais eu l'option aussi de faire une maîtrise à l'université pour me spécialiser en nutrition sportive. Sauf que l'option de la maîtrise, c'est plus un projet de recherche. Puis moi, la recherche, tu sais, j'avais été en voir un peu pendant le bac puis tout ça, puis c'était moins un volet qui m'intéressait. Moi, je voulais plus savoir comment j'interviens en clinique puis en pratique avec les sportifs de différents sports, différents niveaux. Puis c'est vraiment ça que je suis allée chercher avec le diplôme en nutrition sportive du comité olympique. OK, puis ça, c'est ça. Ça dure 2 ans. Ouais. Tu l'as fait à distance, à temps partiel. J'imagine que tu travaillais en même temps? Oui, exactement. Fait que ça a été 2 ans bien occupé, mais là, c'est terminé puis je suis bien contente. OK. Puis, justement, est-ce que là, toi, tu l'as fait, mais c'est-tu réalisable de le faire en travaillant? C'est-tu hyper chargé comme horaire? Ça ressemble à quoi? Ben oui, c'est réalisable. Le temps qu'il faut mettre à peu près là, pour le diplôme, c'est sûr que c'est vraiment variable en fonction des temps qu'on a à remettre des travaux avant l'examen et tout ça. Mais si on fait une moyenne, c'est peut-être un 15-20 heures par semaine. Fait que tu sais, je ne cacherais pas, il y a des semaines que j'ai peut-être mis 5-10 heures, puis d'autres que j'en ai mis 40, là, mais si on fait ça sur une moyenne, mettons, toute l'année, c'est à peu près ça. Donc, c'est réaliste de le faire en travaillant, là, puis c'est que aussi, si on ne travaille pas, tu sais, c'est que c'est pas avec une université, mettons, au Québec, fait qu'on n'a pas accès à des bourses pendant qu'on fait ça ou d'autres choses. Fait que, tu sais, niveau financier, c'est sûr qu'il faut travailler en même temps aussi. Mm-hmm. Puis, justement, là, ton bac a duré 3 ans et demi, cette formation-là. Tu nous dis que tu as travaillé en même temps. Pendant ton bac, as-tu la chance de faire des stages? As-tu la chance d'aller justement travailler là, dans ce milieu-là puis continuer à développer, à développer tes capacités là, de nutritionniste? Oui, exactement. Il y a un gros volet, dans le fond, du bac en nutrition là, dans toutes les universités qui est accordé aux stages. Donc, on fait des stages dans différents milieux. Il y a une grosse proportion des stages qui est fait en milieu hospitalier, mais dans différents domaines. Comme, tu sais, moi, j'ai fait un stage en troubles alimentaires à l'hôpital Sainte-Justine, un stage plus en pédiatrie à Sainte-Justine. J'ai fait un stage après ça plus en Abitibi général pour des patients hospitalisés. Donc, on a les stages hospitaliers. On a aussi des stages à option. Donc, moi, j'avais fait un stage dans une clinique de nutrition sportive à Montréal. Un stage de recherche aussi. Puis des stages de gestion. Fait que c'est vraiment varié. Là, à chaque année, à partir de la 2e année du bac, on a plusieurs mois de stage. Là. Des fois, c'est même des sessions complètes. OK, fait que tu as quand même, en sortant du bac, tu as quand même une bonne expérience terrain là, quand tu sors du bac. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas tout vu puis qu'on continue de se développer après, là, mais ça, je pense que c'est pareil pour tous les métiers. Là. On apprend beaucoup de notre travail quand on commence à le faire. Mais on a, là j'essaie de refaire le calcul, là, que c'est combien de semaines de stage, là, mais c'est au moins 20 semaines de stage là, au plus. Là. OK, cool. Puis, justement, en sortant de ta formation, en sortant du bac, puis en sortant de ton programme là, que tu as fait avec le comité olympique, est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu te sentais vraiment prête à commencer ta pratique ou il a fallu que, tu sais, les premiers mois, ça a-tu été rushant? Il a-tu fallu que tu fasses bien des heures de faire de la lecture? Comment tu te sentais après ça?
non, je me sentais vraiment pas prête. Puis même, je me rappelle, les premières journées que j'ai travaillé, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai appris à l'école? J'étais un peu découragée. C'est pas tant dans les connaissances, parce que je veux dire, les connaissances théoriques, on les a, on se bourre tellement la tête pendant qu'on est à l'école, puis j'avais tous mes outils pour les trouver, mais c'est surtout pour comment on met tout ça en pratique, de bien vulgariser. J'avais l'impression que j'avais souvent de la misère à exprimer ce que je voulais dire, puis ça vient avec la pratique. Puis sinon aussi, ce que je trouvais difficile, c'est que à l'université, on voyait beaucoup, justement, les problèmes rénaux séparés, toutes les conditions séparées, mais quand tu arrives avec un patient devant toi, c'est comme tout mélangé ensemble. Fait que c'est ça que je trouvais plus difficile là, aussi, surtout en milieu hospitalier, là, plus qu'en nutrition sportive, parce que je travaille dans les deux domaines, mais c'est toutes des choses qui viennent avec la pratique, puis il faut se faire confiance, puis utiliser nos collègues aussi. J'avais la chance d'avoir des collègues qui ont commencé à travailler en même temps que moi, puis on pouvait se revalider ensemble, mais non, je me sentais pas prête à travailler. Puis les premiers mois ont été très stressants, mais ça s'améliore vite, c'est ça qu'il faut se dire. Mais je pense que c'est pas mal comme ça dans tous les métiers. Oui, probablement. En tout cas, tous les gens qu'on a eu à date sur l'émission nous disent un peu la même chose, là, que quand tu es lancé sur le terrain à la fin des études, là, c'est une grosse période d'apprentissage quand même. Ça me rassure, je suis pas la seule. Yes. Fait qu'on a parlé là, justement là, de ton volet là, sportif puis tout ça, puis tu nous as parlé un peu des formations que tu as faites. Les qualités d'une bonne nutritionniste sportive, c'est quoi? La première, je dirais, là, c'est vraiment d'être curieuse, d'être autodidacte puis d'aimer apprendre parce que la nutrition, c'est une science, là, puis un peu comme toutes les sciences de la santé, ça évolue tout le temps. La nutrition, c'est une science qui est jeune en plus. Donc, oui, j'ai fait mes études, mon diplôme, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que j'arrête d'étudier à cause de ça. Il faut que je continue toujours de m'informer, de lire les nouvelles études parce que ça évolue tellement vite. Déjà, maintenant, ça fait 2 ans que j'ai terminé mon bac, puis il y a des choses qui ont évolué puis qu'on n'applique plus de la même façon que qu'est-ce que j'ai appris à mon bac en juste 2 ans. Fait que ça évolue vraiment vite, fait qu'il faut toujours avoir envie de continuer de s'informer, d'apprendre puis d'adapter nos pratiques. Ça, je dirais que c'est la chose la plus importante parce que sinon, on peut faire des erreurs si on n'est plus à jour, là. Ouais. Fait que, ça, la plus importante. Je peux-tu en dire d'autres? Bah, vas-y. Okay. Puis l'autre, je dirais que c'est être bonne pour communiquer puis pour écouter aussi. Parce que en nutrition, c'est beaucoup. On fait de l'enseignement, comme on disait tantôt, puis il faut être bonne pour vulgariser puis pour motiver les personnes qui sont devant nous parce que j'ai beau dire toute la théorie, mais si la personne n'est pas motivée de se mettre en action, ça va rien changer à sa vie, tout ce que je vais lui dire, là. On n'est pas comme, mettons, un pharmacien qui donne la pilule à quelqu'un. Ça a un effet. Nous, tout ce qu'on donne aux gens, c'est ce qu'on leur suggère puis les trucs qu'on leur donne. Donc, il faut que ça soit bien adapté à la personne, que ça soit réaliste pour la personne. Puis qu'on l'aide à trouver c'est quoi ses obstacles à se mettre en action puis à l'aider là-dedans aussi, là. Mm-hmm. Puis justement, tu nous parles du côté là, de vulgarisateur. Ça, est-ce que vous en faites un peu, t'en as-tu fait au travers de tes formations ou justement c'est quelque chose que tu apprends sur le terrain à force d'essayer de devenir plus à l'aise avec tes clients, de t'adapter à tes clients de ce point de vue-là? On en fait un peu, mettons, au bac dans les stages. On a aussi un petit peu des cours d'entrevue en nutrition. Là. On fait des pratiques comme avec des faux patients là, qui sont des acteurs qui viennent des fois, puis il faut se pratiquer avec eux. Il y a un volet du bac que c'est ça. Puis dans mon cours en nutrition sportive, il y avait aussi certains travaux, oui, qui étaient très revus de littérature là, scientifique, mais d'autres qui étaient comme de vulgariser un sujet pour une équipe sportive qui a des questions, mettons. Fait que je l'ai pratiqué quand même un petit peu, mais jamais autant que je l'ai pratiqué une fois que je suis devenue nutritionniste. Puis sinon, moi, au bac, je m'étais inscrite au journal étudiant de nutrition. Donc, c'était un journal étudiant fait par l'université où est-ce que je publiais des articles sur la nutrition. J'avais parti déjà aussi ma page Facebook, mon site web un petit peu plus tard. Fait que ça, c'était plus par moi-même, mais ça m'a permis de déjà beaucoup pratiquer là, la vulgarisation puis expliquer des concepts là, pour le grand public. Mm-hmm. Puis, est-ce que toi, dans le cadre de tes fonctions de nutritionniste sportive, est-ce que tu es appelé régulièrement à travailler avec d'autres acteurs du milieu? Tu sais, par exemple, des équipes sportives, des professionnels qui sont plus, des sportifs là, qui sont individuels, mais est-ce que
tu t'imbriques avec différents professionnels puis vous agissez ensemble ou c'est vraiment toi, ton volet est plus séparé du reste? Comment ça fonctionne? Non, le travail multidisciplinaire là, entre les différents professionnels de la santé, c'est super important puis ça prend de plus en plus de place, là, autant dans le milieu de la nutrition sportive que dans ce qui est les autres sphères de la nutrition, plus, mettons, au niveau des maladies chroniques ou au niveau médical. C'est super important parce que la santé de la personne puis sa performance aussi, plus au niveau sportif, c'est vraiment une globalité. Fait qu'il faut que tout ça soit très bien aligné. Le moment même où c'est le plus important au niveau du sport, je dirais, c'est par exemple quand il y a une blessure, s'assurer que les approches là, vont bien ensemble. Puis aussi beaucoup chez les athlètes qui ont des troubles alimentaires parce que là, il faut vraiment avoir une collaboration entre l'entraîneur qui va ajuster l'entraînement, le médecin aussi qui fait le suivi plus médical, puis la nutritionniste qui, elle, fait le suivi des apports. Là, ça, c'est les cas où est-ce qu'on doit le plus travailler en multidisciplinarité. Yes. Une journée dans la vie de Gabrielle, nutritionniste sportive, ça ressemble à quoi en termes de volume de travail? Ça ressemble à beaucoup de choses. Puis ça peut être vraiment variable, mais je peux dire, mettons, j'ai une journée cette semaine là, que je vais avoir. Je commence à 8 heures le matin. J'ai une consultation individuelle. Là, je dirais pas les raisons de consultation de mes clients, là, c'est confidentiel, mais en nutrition sportive. Après ça, un peu plus tard dans l'avant-midi, je donne une conférence sur la nutrition dans une entreprise qui est une mine qui m'a engagée dans le fond, qui a beaucoup de personnes qui travaillent en télétravail puis qui ont des difficultés au niveau de l'organisation de l'alimentation. Donc moi, je leur donne une petite conférence de 20 minutes au début d'une de leurs réunions pour leur donner des trucs un peu pour tous les obstacles qu'ils vivent là, par rapport à l'alimentation en télétravail, puis leur donner des trucs pour optimiser leur alimentation puis se sentir mieux. Donc ça, c'est vraiment plus de l'éducation de saines habitudes de vie, mettons, que de la nutrition sportive très poussée. Après ça, sur l'heure du midi, ça, c'est un projet que j'ai cette année avec une école secondaire où est-ce que je vais donner des ateliers dans les classes. Donc, c'est sur différents sujets, par exemple, les lunchs, les déjeuners, les collations, des choses qui touchent les jeunes là, dans comment ils doivent se nourrir à l'école. Donc, moi, je leur donne des petites informations là-dessus, puis on fait des petites recettes qui goûtent après. Fait que ça aussi, c'est plus éducation, santé publique. Puis après ça, je continue ma journée de consultation dans l'après-midi. Puis souvent, je vais finir plus tard en soirée là, mes consultations, certaines journées de la semaine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus disponibles en soirée. En soirée, oui. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Puis pour le moment, mes consultations se font surtout par vidéo, mais normalement, je les fais en personne à mon bureau pour les gens qui sont dans ma ville, là, mais aussi beaucoup à distance parce que c'est pas juste des gens qui sont dans ma ville qui me consultent. Là. Justement, évidemment, pandémie, là, tout se fait via Zoom et Teams, etc. Mais est-ce que justement la nutrition, c'est quelque chose qui se fait bien à distance? Oui, super bien parce que moi, j'ai pas de traitement physique à faire là, aux gens qui me consultent. C'est beaucoup plus des explications, des échanges. Donc, tant que les connexions Internet vont bien et que ça coupe pas trop, là, ça se fait super bien à distance. Yes. Très intéressant. On comprend vraiment que ta job, c'est ultra varié. Là. Tu touches vraiment à plein de choses. J'imagine que ça, c'est quelque chose qui te motive à faire ça. Vraiment. Fait que, les journées passent tellement vite parce que je fais jamais la même chose. Là. Mm-hmm. Cool. Puis, t'as-tu, je sais pas, quelqu'un qui nous écoute, là, un jeune qui nous écoute en ce moment, qui se dit « Hey, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse peut-être. » Y a-tu des façons, tu conseilles-tu certaines choses à des gens, évidemment, là, se renseigner sur Internet, mais y a-tu, un jeune qui nous écoute, qui est intéressé, il pourrait faire quoi là, pour regarder si justement c'est une branche qui fitterait bien dans sa vie à lui? Je dirais, premièrement, de regarder un peu qu'est-ce que des nutritionnistes font. Il y en a plein, de plus en plus, des nutritionnistes dans les médias. Puis si la nutrition, c'est quelque chose qui intéresse un de ces jeunes-là, de tout de suite un peu voir comment reconnaître les sources fiables en nutrition, puis de pas se fier à tout ce qui va sur Internet. Moi, je sais que personnellement, c'est une erreur que j'ai fait avant mon bac. Ça m'intéressait, mais une fois que je suis rentrée au bac, j'étais comme, oh mon Dieu, toutes les choses que je pensais que je connaissais sur la nutrition, puis les choses que je regardais sur Facebook puis sur Instagram, c'était vraiment pas des sources fiables, puis je m'informais vraiment pas bien sur la nutrition. Fait que je dirais que ça, tout de suite, commencer là, à s'informer avec des sources fiables. Sinon, ça peut valoir la peine, par différents
il y a différents programmes, là, soit avec les écoles que c'est organisé ou des organismes qui font ça aussi, mais d'essayer d'aller passer une journée avec une nutritionniste parce que c'est bien beau de l'expliquer, mais je pense que tant qu'on le voit pas, on sait pas c'est quoi, là, exactement. Ben justement, ça m'amène à te demander, est-ce que toi, quand tu as commencé dans ce milieu-là, y a-tu quelque chose là, que tu t'es dit, ah, Colin, ça, j'aurais aimé ça, savoir ça, puis j'avais aucune espèce d'idée? Bien, comme je te disais, surtout au niveau de la formation, tout ce qui était vraiment plus médical, je m'attendais pas à ça, mais au final, j'ai vraiment aimé ça. Fait que ça a comme été une belle surprise, mais si c'était quelque chose que j'avais pas aimé, ça aurait pu comme remettre en question peut-être mon choix de carrière. Moi, ça s'est avéré que c'était une belle surprise, mais je dirais que c'est vraiment la chose là, qui me surprit le plus là, du baccalauréat. Puis aussi tout le volet gestion qu'on a au bac, là, c'est surtout pour gestion de services alimentaires. Ça aussi, je ne m'attendais pas à ça. Fait que ce serait ça les deux plus grosses choses peut-être à quoi s'attendre. Là. OK. Ouais. Très intéressant. Puis là, justement, là, le volet de la nutrition sportive là, qu'on a évidemment parlé beaucoup aujourd'hui, toi, ça, tu fais ça à ton compte? Tu es affilié avec une compagnie? Explique-nous un peu. Moi, c'est vraiment à mon compte là, comme travailleuse autonome. Par contre, il y a plus des compagnies qui sont des cliniques de nutrition qui offrent ça aussi. Là. Il y en a plusieurs avec qui, mettons, les nutritionnistes du sport qui ne veulent pas être à leur compte peuvent s'affilier. Mais moi, c'est vraiment à mon compte, dans mon propre bureau personnel. Il y a des fois des nutritionnistes du sport qui vont être à leur compte, mais par exemple, Louis a un bureau dans une clinique multidisciplinaire, des fois avec comme physio, kinésiologue, puis qu'on travaille tous à la même place. Mais moi, je fais vraiment ça comme travailleur autonome, fait que c'est quelque chose que j'ai dû apprendre aussi, là, toute la gestion. On a un mini-cours de comptabilité à l'université, mais tout comment gérer ça, la portion travailleur autonome, c'est aussi quelque chose que j'ai dû me former après pour être sûr de faire ça tout correctement. Ouais. Puis justement, tu sais, là, évidemment, travailleur autonome, faut que tu gères des publicités, il faut que tu te fasses connaître. Cet aspect-là de ta job, ça doit être quelque chose qui te motive, sinon j'imagine que tu ne ferais pas ça. Mais justement, comment tu as fait pour apprendre ça? C'est-tu vraiment en tâtonnant le terrain ou tu as suivi des petites formations à gauche à droite? Un mélange de tout ça, en le faisant comme moi-même. J'avais déjà, comme je te disais, un intérêt pour plus les communications au bac. Donc, j'avais parti comme ma page Facebook d'étudiante en nutrition où je mettais des trucs puis tout ça. Mais ça m'a quand même beaucoup fait connaître dans le sens qu'il y avait déjà plein de gens qui me demandaient « Ah, est-ce que je peux prendre un rendez-vous avec toi? » Mais là, j'étais comme « Je suis pas encore nutritionniste, mais juste avec ça, j'avais comme une liste d'attente de gens qui voulaient une consultation avec moi quand je serais nutritionniste parce que ça m'a permis de me faire connaître. Après ça, j'ai élargi ça avec mon site web, un compte Instagram. Fait que c'est beaucoup par les médias sociaux que je fais ma publicité. Puis après ça, par le bouche à oreille, là, surtout, tu sais, où est-ce que je vis en Abitibi, c'est une petite région, donc la bouche à oreille, ça va vite aussi. Là. Mm-hmm. Puis, tu sais, justement, ça m'amène à te poser la question, tu disais, il y a bien des gens qui voulaient des conseils pendant que tu étais aux études. L'ordre professionnel des nutritionnistes, ça fonctionne comment? Tu sais, toi, est-ce qu'au bac, tu avais le droit, entre guillemets, d'offrir de tes services ou tu as vraiment besoin d'être accrédité par l'ordre pour divulguer pour donner des conseils nutritionnels? Bien, en fait, la chose que je ne pouvais pas utiliser quand j'étais étudiante, je ne pouvais pas utiliser le terme nutritionniste ou diététiste parce que je n'étais pas encore diplômée. Donc, c'était très important que si j'offrais des choses, que mon titre, c'était vraiment étudiante en nutrition et non que les gens pensent que j'étais nutritionniste. Ensuite de ça, les actes réservés pour les nutritionnistes, c'est de déterminer le plan de traitement nutritionnel puis les voies d'alimentation qui sont indiquées aussi. Donc ça s'applique. C'est là qu'il y a la nuance qui n'est pas facile pour les nutritionnistes puis qui fait qu'il y a un petit peu d'abus par des gens pas formés. Là. Ça s'applique quand il y a une référence médicale de fait. Donc, si un médecin réfère une évaluation nutritionnelle, ben là, un coach en nutrition ou tu sais qu'il y a plein de formations puis de trucs sur la nutrition autres qu'on voit là maintenant, ben quelqu'un pourrait pas venir faire ça. Mais sinon, tu sais, donner des conseils sur la nutrition généraux, des recettes, puis dire qu'il faut mettre des protéines dans nos repas, ben tout le monde a le droit de dire ça. Il ne faut pas être nutritionniste pour comme donner des conseils comme ça. Là.
Okay. Mais j'aurais pas pu commencer à faire des consultations individuelles avec des gens qui avaient des références médicales puis faire des plans, par exemple. J'ai déjà donné des petites conférences où, je travaillais dans un gym où est-ce qu'on jasait de nutrition des fois quand j'étais au bac, mais je pouvais pas faire de plan nutritionnel ou prétendre être nutritionniste, là. OK. Puis, tu nous parles un peu, puis je comprends que le volet éducation, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup. Là. Tu nous parles des conférences que tu donnes, puis tout ça. Ça vient de chercher depuis, j'imagine, un certain temps. Tu nous parles que tu t'es impliqué au bac là, dans le journal, puis tout ça. Ce volet-là, il prend combien de ton temps? Mettons, c'est-tu assez régulier? C'est-tu fréquent? T'en fais-tu à toutes les semaines des conférences? Oui, quand même, mais surtout pour le moment, comme je te disais, j'ai un contrat avec une école secondaire, donc ça, c'est à chaque semaine. Puis sinon, il y a d'autres contrats. La fréquence est très variable, mettons. Il y a des mois que je peux faire 3 conférences, puis d'autres mois, j'en ferai pas. C'est vraiment en fonction des demandes. Mais sinon, les autres conférences qui s'ajoutent, c'est beaucoup dans des entreprises, plus c'est en alimentation générale, puis en nutrition sportive avec des équipes sportives. Une équipe précise, par exemple, mettons, j'ai un contrat avec une équipe de soccer. Là, c'est vraiment appliqué. Mais aussi des fois des organisations, mettons, comme déjà, j'en ai fait pour un cégep. Donc là, c'était pour comme toutes leurs équipes de sport, mettons. Fait que c'était plus général, mais c'est vraiment varié parce que ça va en fonction des demandes que j'ai. Mm-hmm. Puis là, j'imagine que ces contrats-là, c'est différent d'un à l'autre, mais quand tu nous parles justement de ton contrat avec une équipe de soccer, est-ce que tu as autant le volet, toute l'équipe, que tu vas faire des rencontres individuelles ou c'est vraiment plus axé sur l'alimentation pendant une compétition, puis là, c'est vraiment plus global, général, ou vraiment tu touches un peu aux deux? Là? En fait, souvent, quand je me fais engager par une équipe sportive, c'est plus pour donner une conférence à toute l'équipe. Puis ensuite de ça, s'il y en a qui ont des joueurs qui ont des particularités, plus qui ne sont pas nécessairement traités dans la conférence ou d'autres choses qu'il faut adresser, eux, ils ont l'option de prendre un rendez-vous avec moi en individuel, mais c'est plus sur une base personnelle qu'après ça, les joueurs viennent. Là. Mais mettons, dans une équipe de sport de haut niveau, là, oui, la nutritionniste va être engagée pour suivre tous les joueurs. Là. Les équipes professionnelles, ils ont souvent même une nutritionniste engagée pour leur équipe, là, mais c'est vraiment pas la réalité de toutes les équipes. Là. Super. Ouais. Écoute, Gabrielle, c'était hyper intéressant de te jaser ce matin. Un gros merci de t'être déplacé. Puis les gens à la maison, si vous voulez suivre justement Gabrielle, page Instagram, là, tu me corrigeras si je me trompe, mais Gab avec un T, point nutrition, ça c'est sa page Instagram. Sur Facebook, on peut la suivre à Gabrielle Trépanier, nutritionniste du sport, c'est bien ça? Oui. Puis ton site web, nutritiongt.com pour Gabrielle Trépanier, j'imagine? Exactement. Super. Gabrielle, un immense merci de t'être joint à nous. Mais merci à toi. Salut tout le monde.